Bon, alors maintenant, nous allons dessiner ce qui se passe réellement dans le tuyau. On peut dessiner le profil de vitesse. Vous voyez, là j'ai pris le modèle logarithmique avec la correction de cause, avec les paramètres conseillés pour la conduite. J'ai calculé, j'ai obtenu le profil dans le tuyau rugueux et dans le tuyau lisse. Vous voyez que le tuyau lisse a un profil plus plat que dans le tuyau rugueux. Et vous voyez que j'ai calculé également la vitesse moyenne obtenue dans les deux cas. Et j'obtiens approximativement une vitesse qui vaut 50 mètres secondes. Oui, en fait, j'aurais dû peut-être tenir compte du rayon, c'est légèrement différent. Là, j'ai fait une simple approximation, mais j'ai l'ordre de grandeur. Alors, près de la paroi, je peux également dessiner les profils de vitesse et de température que je vais calculer bientôt, y compris dans le cas lisse et dans le cas rugueux. Vous voyez, dans le cas rugueux, je commence à epsilon plus à 115. C'est-à-dire que on est bien d'accord, hein, dans le cas rugueux, les défauts, le mur n'est pas lisse, donc ça c'est le mur lisse, voilà, le mur lisse il est ici, bidou, 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 voilà, ça c'est le mur lisse, et le mur rugueux, il se présente comme ça, il va, pilou, pilou, voilà, il se présente, on va le mettre d'une autre couleur, pour faire plus joli, yop. Voilà, il se présente sous la forme suivante. C'est des perturbations qui vont jusque là, comme ça. Voilà, ça c'est le mur rugueux. Voilà, il est là le mur rugueux. C'est un truc comme ça. Pilou, 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 pilou. Donc tu vois, il est vachement grand. Bon, évidemment, c'est une version approximative du mur rugueux. Mais c'est ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Ok? Alors, ce qu'on veut faire, c'est obtenir, avec un prendage turbulent, de 1, les relations D+, de T+. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu écris qu'on est dans un écoulement et un transfert de chaleur établi, donc tu peux écrire que la dérivée par rapport à Y de Q plus Q turbulent est égale à 0. En intégrant ça, on obtient que Q de Y plus Q turbulent de Y est égal à Q wall, à la paroi, 1 moins Y sur R. Et donc, on a cette relation-là. Pilou, 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 pilou. Voilà, voilà, voilà. Alors, cette relation-là, on peut évidemment tenir compte de la modulation des deux termes. Donc, celui-ci, c'est moins K dt bar dy. Celui-là, c'est moins K turbulent de dt bar dy. Ok? Alors, on peut l'écrire également en termes de alpha et réécrire cette relation sous la forme suivante. C'est écrire moins alpha d t bar dy moins alpha d t bar, la turbulent dy, comme ça, est égal à q bar wall, et j'ai tout divisé par rho c, et donc comme ça, 1 moins y sur r. Donc on a la relation qui est ici. Voilà. Alors, dans la zone à dominance laminaire. Voilà. Dans la zone à dominance, la fameuse zone 1. Hein, oui, la zone à dominance laminaire.
Ok, donc dans cette partie-là, donc ici, la zone 1, ok, dans cette zone-là, il est bien clair que Y sur R est vachement petit par rapport à 1. On a évidemment le terme turbulent qui est négligeant, c'est A, dominance turbulente, et donc on va obtenir que, alors on a que le terme ici qu'on se conserve, hein, donc celui-là, il est négligé, voilà, et en intégrant, et celui-ci, et il est supposé est égal à 0. Alors on intègre cette relation, et on va trouver, pilou pilou, T wall moins T bar de Y, voilà, est égal à 1 sur alpha, rho C, Q bar wall. Ok? Alors, ce truc-là, on va le réécrire un peu différemment. On va l'écrire comme ça. On va mettre nu ici. On va mettre nu là. Oui, alors il y a quand même, si j'ai intégré là, il y a un Y ici. Voilà. Ok, on va mettre Y ici. On va mettre U bar tau ici. On va mettre U bar tau là. On va mettre rho C ici. Voilà. On va mettre alpha ici. Et on va mettre ici Q bar wall. Et ce qui est au centre, tout ce truc-là, ça, c'est classiquement T bar tau. Ok? Et donc, on obtient, pilou, 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 que, alors ça, c'est évidemment le nombre de Prandtl. On obtient que T bar plus, ah ouais, et le dernier terme ici, ça, c'est rien d'autre que Y plus est égal à Prandtls Y plus ou Prandtls U bar plus. Et donc, on a cette relation-là qui lie le profil de température plus au profil de vitesse plus dans la sous-couche laminaire. Bon, alors maintenant, on peut le faire également, le développement dans la zone turbulente. Alors, pour faire ça, on reprend cette équation-ci. Piou, 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 voilà. On va faire ça. Et on se met dans la zone turbulente. Collé là, voilà. Alors, maintenant, on va nettoyer un peu tout ça. On va enlever ça. Alors, maintenant, ce qu'on va négliger, c'est plus le terme laminaire, mais donc on est ici dans la zone à dominant turbulente. Et on va même pas se mettre dans la zone proche paroi. Hein, on va se mettre dans voici. Mais on va même pas faire, donc voilà, zone turbulente. On se met dans la zone 3A, comme dit Grégoire. Alors, maintenant, celui qu'on néglige, c'est la partie moléculaire. Donc ça, c'est négligé. Et on va prendre, comme le nombre de Prandtl turbulent est égal à 1, alpha turbulent, il peut être obtenu comme nu turbulent de Y. Et on va prendre comme modèle nu turbulent de Y le modèle quadratique, hein, le meilleur. Et donc on va écrire nu turbulent de Y dt bar dy est égal
à Q bar wall rho C 1 moins Y sur R. Et pour le modèle turbulent, on va dire que celui-là, c'est égal à kappa Y U bar tau 1 moins Y sur R. Et on va simplifier les deux termes linéaires ici et ici. On va intégrer ça, pilou, 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 et on va obtenir classiquement que T bar plus est égal, comme on l'avait fait dans le passé, 1 sur kappa, logarithme de Y plus, ok, plus une constante A. Alors la constante A, typiquement, elle est une fonction de Prandtl. Et là, vous voyez, il y a un petit décalage ici entre T bar et T bar plus et U plus. Ok? Donc, on a ici, vous voyez, les deux fonctions ne sont pas exactement identiques. Là, T bar, hein, ça c'est U plus, et ici, on a T plus. Les deux courbes sont décalées. Alors pour être totalement correct, sous le graphe, vous voyez, j'ai rajouté la correction de Cole dans les deux cas. Et donc j'ai le profil de température avec la correction de Cole. Dans le cas rugueux, ce qu'on fait, c'est on remplace Y par Y sur H. Et donc dans le cas rugueux, on obtient que T bar plus est égal à 1 sur kappa logarithme de Y sur epsilon plus B. Et dans ce cas-là, le profil de température et le profil de vitesse sont confondus. Alors, on arrive à la question finale. Est-ce que tout ce qu'on a fait ici est réaliste? On a un tuyau. Voilà. On part de 0. On arrive à 10 mètres. 10 mètres. Tu te concentres, Vincent. À 10 mètres. Voilà. Et on a mesuré des deltas de pression. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que pour le calice, le delta de pression, c'était un demi-bar. Ça, c'est le calice. Et on a obtenu que ça valait 1,15 bar dans le cas rugueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est là qu'on arrive à la partie intéressante de l'exercice, ça veut dire que la pression entre l'entrée et la sortie, elle a chuté. Et elle a chuté quand même d'un facteur qui n'est pas si négligeable que ça. Dans le cas rugueux, sur 10 mètres, on est passé de 2 bars à 1 bar. Si ici, on suppose que P est égal à la pression atmosphérique. Donc, à l'entrée du tuyau, on a 2 bars. Oui. Mais tu te souviens que la masse volumique de l'air, on l'a obtenue comme étant ρ est égal à P sur RT. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à l'entrée, comme la pression est plus importante, ρ est plus grand. Tandis qu'à la sortie, comme la pression est plus basse, ρ est plus petit. Ça signifie aussi que fondamentalement, si on a la conservation du débit massique, à l'entrée, on a une vitesse qui est 2 fois plus petite que la vitesse à la sortie. Donc, supposer que l'écoulement est établi, c'est pas tout à fait correct. Et supposer que l'écoulement est incompressible, c'est pas tout à fait correct. Et puis, la question finale qu'on peut également se poser, dire que T est constante, est-ce que c'est réellement ce qui se passe dans la réalité? Dans la réalité,
En fait, ce qu'on a, c'est on a une situation adiabatique. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas de transfert de chaleur. C'est ça qui va se passer. Le système va se mettre à l'équilibre. D'ailleurs, si vous regardez bien, que vous voulez calculer la vitesse du son, la vitesse de propagation du son dans l'air, et le son se propage dans l'air parce que l'air est compressible. Si l'air n'était pas compressible, on ne pourrait pas parler. C'est des petites variations de pression que je génère et qui arrivent à l'oreille de mon auditeur via les magies de l'Internet. Et donc, si on veut calculer correctement la vitesse du son, il faut considérer un écoulement adiabatique. Il faut considérer une situation adiabatique, pas une situation à température constante. C'est la même chose adiabatique et température constante? Parce que tu vas me dire, quand c'est adiabatique, ça veut dire que la dérivée de la température par rapport à l'espace est différent. Non, c'est pas la même chose. Il y a une petite différence. La dérivée temporelle. Ouais. Et ça fait toute la différence. Et donc, vous voyez, la vraie vie, les trucs vraiment intéressants, c'est les écoulements compressibles. Mais ça, ce n'est pas le sujet de ce cours. Dans ce cours, on s'est réduit au cas des écoulements incompressibles. Les écoulements compressibles, c'est dans le cours de mécanique des fluides 2. Ce seront de nouvelles aventures avec Grégoire, encore plus passionnantes. Et puis finalement, Hervé, tu avais un peu raison. Après tout ça, ils sont même pas encore capables de calculer correctement les coefficients, la perte de charge dans un bête tuyau dans lequel on fait avancer de l'air. Eh oui, tout ça pour ça. Allez, ça met la fin du cours de mécanique des fluides, le dernier podcast, la dernière minute. Vous allez voir, ça va être bien la suite.